Plaisir d'être sur ce plateau avec vos invités, avec qui on a de plaisir à échanger tous les matins, ou bien quelques matins quand nous sommes invités, évidemment. Bonjour à toute la galaxie DBS, la matinale. Elle est de plus en plus renforcée, surtout que les zones d'ombre dans certains quartiers se sont enfin éclaircies, me dit-on. Donc, ils ont retrouvé leur télé. Et leur... Le Baba déjà. Oui, apparemment, le Baba, ça marche déjà. Ah, d'accord. Et ils sont heureux de pouvoir retrouver Steve Ngosse et son équipe tout le matin. Donc, merci à l'équipe technique qui ne cesse de faire de très belles images. Une présentation impeccable et qui fait de DBS aujourd'hui sans faire de la fine bouche, vraiment l'été de voir la meilleure télé en termes de présentation d'images au Cameroun. Merci beaucoup, patient parfait d'être là ce matin. Edmond Kuaté, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les copanélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS que j'ai le plaisir de retrouver encore ce matin après quelques jours ou des semaines d'absence. Tu allais dire des infidélités. Quelques infidélités. Comme le grand frère patient veut bien que je dise ainsi. Bah, je suis désolé pour ces infidélités, ce n'est pas toujours très facile. Non, c'est pas dû à votre volonté. Voilà, donc on est parfois tiraillé, on doit parfois faire le grand écart entre les exigences, les obligations professionnelles et puis l'exigence également de participer à l'éveil des consciences des masses africaines. Et parfois le choix est cornélien, il n'est pas très facile à faire, mais quand nous pouvons, nous n'hésitons pas. Et c'est pour ça que ce matin, je suis encore là et j'ai dit, c'est avec beaucoup de plaisir, Steve. C'est un plaisir partagé, Edmond Kuaté, de vous avoir sur notre plateau ce matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Zongos, je salue mes co-panélistes, je salue toute la chaîne de production de DBS, la matinale. Je salue particulièrement Edmond Kuaté, qui après de moules infidélités, il est finalement présent. Oh, ben, ce ne sont pas les infidélités. Bon. Je salue, n'est-ce pas, le Cameroun, l'Afrique, le monde. Je salue particulièrement tous ceux-là qui regardent en dehors et très loin des frontières africaines, parce qu'ils sont très loin de plus en plus. Eh bien, mon coup de gueule ce matin, Steve Zongos, le 4 mars 2020, je pense, eh bien, le comité central du RDPC, via les conseillers municipaux, porté à la tête de la mairie de la ville de Douala, un certain Mbassadine Victor Roger, excusez-moi de ne pas mettre du docteur, parce que ça ne nous apporte pas de plus-value. Donc, M. Mbassadine, comme maire de la ville de Douala, eh bien, 12 mois après son arrivée, j'ai quand même fait, je suis entré en immersion dans la ville. Je constate que c'est l'immobilisme total. N'est-ce pas? Vous avez Douala qui est transformé en marché à ciel ouvert, en garage à ciel ouvert, le désert urbain sont pleins, il y a la voirie, les travaux de voirie urbaine, c'est rien du tout. Mais par contre, il s'illustre dans des conflits d'intérêts, il s'illustre dans les affaires de gestion, de gouvernance, de mal-gouvernance à l'intérieur de la mairie. Eh bien, je pense que avec ce genre de choix, ce genre de casting, la décentralisation est très mal partie. Très mal partie. Et pendant ce temps, la seule chose qu'on sait faire actuellement du côté de Douala, et précisément dans la capitale économique, c'est d'enlever les voitures qui sont garées sur la chaussée. Bah, j'en ai été victime, voilà, j'en ai été victime. Ça rapporte l'argent. Ouais, ça rapporte l'argent. Que et ce qui est le plus bizarre, c'est que au départ, on vous dit que c'est une amende de 5 000 francs, mais lorsque vous arrivez de ce côté-là, on vous dit que c'est 25 000. Non, c'est 25 000. Non, l'amende est la tête du client et la marque de la voiture. Et la marque de la voiture. Voilà, oui, et surtout qu'ils ont cette fâcheuse manière de tirer les voitures des gens. Et vous ne pouvez pas savoir tout le dégât que ça cause, surtout lorsque vous avez une voiture comme la mienne, un peu électronique, avec des freins électroniques. Lorsqu'on tire, ça vous casse les freins. Et ça cause beaucoup de dommages. J'ai vu beaucoup de voitures qu'ils ont endommagées comme ça. Je crois qu'il faudrait que les responsables, les exécutifs, n'est-ce pas, municipaux, qui ordonnent ces choses-là, il faudrait qu'ils revoient leur manière et surtout qu'ils disciplinent leurs gars. Parce que si ça continue comme ça, eh bien, nous serons obligés de prendre d'autres dispositions contre ce type d'action. Je ne parle pas encore pour l'instant. Et pendant ce temps, ces messieurs qui sont justement dans les rues n'attendent qu'une seule chose, qu'on leur donne 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, avec des menaces, il faut d'ailleurs le savoir. Est-ce ça votre travail? Je vous pose à vous la question. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ces brillants copanélistes qui sont là. Bonjour à tous ceux qui nous regardent de par le monde.
Kwame, Erna Kunet et tous les fidèles, parmi les fidèles, ils sont nombreux. Et voilà, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau thème. Et nous espérons être à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs et fidèles soutiens de par le monde. En millions depuis quelques temps, et ça ne cesse de croître, le nombre de vos téléspectateurs. Et donc, voilà, je suis à votre disposition. Merci messieurs d'être là ce matin pour cette autre édition de, il faut le dire comme ça, les DBS Matin. Apparemment, patient parfaitement besoin d'une seconde de vous parler de Ali Mayatou, le secrétaire d'État qui est au ministère de la Santé publique, chargé des pandémies et des épidémies. Qui serait mort d'une épidémie ou alors d'une pandémie. Non, c'est de rendre hommage, non? Oh, non, allez-y, rendez hommage. À l'illustre disparu. Oui. Vous savez quand même qu'au-delà des fonctions qu'il occupait au niveau de l'administration, j'allais dire, du gouvernement camerounais, il était aussi l'ami de Garoua, dont le responsable des croyants de cette région-là. C'est quelqu'un qui était très effacé, qui était très affable. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Vous vous imaginez pas même d'être face, non seulement à un lamido, mais à un ministre, si on peut le dire comme ça. Donc, je pense qu'il a passé sa vie avec beaucoup de simplicité. Et nous avons de temps en temps besoin d'avoir des autorités à la fois traditionnelles et politiques de ce niveau, de cette qualité, parce que c'est ça qui renforce les contacts et puis qui casse la fracture, n'est-ce pas, entre les décideurs, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'ont pas ce pouvoir. J'ai eu à rencontrer d'autres alamidos dans d'autres circonstances. La distance est incroyable, mais ce n'était pas le cas avec Ali Mayatou. C'est pour ça que je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui et à dire toutes mes condoléances à toute la population de Garoua et à tous les croyants de ce côté-là. Je pense que Allah va lui ouvrir les portes du paradis et qu'il continue de prier pour le Cameroun, qui, on le sait tous, est beaucoup dans la difficulté, sans oublier qu'il aurait pu jouer un rôle majeur. Comme le cardinal Toumé dans le cadre de la crise anglophone, il aurait pu jouer un rôle majeur aussi dans ce que j'espère un jour possible, c'est-à-dire des possibilités de négociation avec des jeunes qui sont enrôlés par Boko Haram. Merci. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Affaire de cocaïne en Côte d'Ivoire, Sarkozy et Bolloré impliqués selon la DEA. Un autre revers pour les soutiens d'ado, c'est notre grande interrogation. Madame, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Messieurs, selon des informations découlant d'échanges et de conversations, eh bien, le ancien Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a été éliminé pour éviter que l'enquête de la DEA s'étende à tout le régime de Ouattara et surtout aux deux gros poissons français, Sarkozy et sans oublier bien sûr Vincent Bolloré. Contrairement à ce qu'on pense, Ouattara a tenté, selon certains, d'empoisonner Bakayoko pour d'autres raisons encore plus graves qui vont certainement lui-même l'emporter. Selon certaines indiscrétions, c'est la France qui a intercédé auprès des États-Unis pour que la DEA lève le pied dans l'enquête concernant la Côte d'Ivoire. Peine perdue, la Côte d'Ivoire, il faut le préciser, ils ont repris de plus belle, avant, pendant et après la campagne présidentielle. Cette fois, les Américains ont frappé du poing sur la table et ont réclamé Bakayoko en temps sans Macron. Ouattara, n'ayant plus de choix, et comme il n'a pas d'état d'âme, a décidé donc, quelque part, de mettre en sourdine certaines personnes. Il faut d'ailleurs le préciser. Au large de la Méditerranée, sur les côtes tunisiennes, il a demandé lui-même, il faut le dire comme ça, quelques personnes, car la DEA avait remis un rapport à la France, écoute téléphonique, images satellites, prouvant que Ben Ali lui-même était en collaboration avec son frère et les cartels colombiens. Le président tunisien a jugé bon de supprimer donc certaines personnes pour ne pas prendre le pouvoir à terme. Et les enquêtes sur la Tunisie ont été arrêtés. Gbagbo, qui depuis la Belgique a ses réseaux, est persuadé que, eh bien, du côté de la Côte d'Ivoire, plusieurs choses finiront par être connues de tous. Eh bien, que Ouattara ne finira pas son mandat, raison pour laquelle l'opposition s'est lancée dans la course aux législatives. Cette affaire, Bakayoko reviendra également comme un boomerang sur le couple Ouattara et ils ne pourront rien y faire. D'ailleurs, on se rappelle de cette information de janvier dernier qui a touché justement, il faut le dire comme ça, l'État ivoirien. La communauté de la marine française et toutes ces saisies records sont assez troublantes. D'abord, pourquoi la marine française intervient loin de ses côtes, notamment dans le golfe de Guinée. Qui a véritablement le contrôle des ports de Guinée? Pourquoi cette drogue devait-elle transiter par Abidjan? Eh bien, les
réflexions, les analyses nous conduisent à un dossier explosif dont la Côte d'Ivoire est au centre de cette, aujourd'hui, grande nébuleuse. En un, on se demande un trafic de drogue international impliquant des personnalités franco-ivoiriennes au sommet de l'État de Côte d'Ivoire et d'hommes d'affaires français véreux, et que sont d'ailleurs Bolloré et sans oublier Sarkozy. Une lutte de succession fratricide du côté de la Côte d'Ivoire, un troisième larron qui est Laurent Gbagbo qui détient une bombe à faire toute explosée, que lui aurait remis d'ailleurs en bas, qu'on parle bien sûr de Ahmed Bakayoko. Ce trafic de drogue impliquerait au-delà du sommet ivoirien, bien sûr, les deux hommes français, Sarkozy et Bolloré, que Paris tente d'ailleurs de sauver des griffes des Américains. On parle bien sûr de la DEA. Eh bien, messieurs, comment en les inculpant dans des affaires judiciaires franco-françaises afin d'échapper justement à la justice américaine. Messieurs, nous le savons tous, les deux hommes ont été impliqués dans d'autres affaires et actuellement, il faut le dire, Sarkozy devra passer une année en prison et une année également de sursis à se demander justement ce qui se passe. Mais on ne va pas également oublier, messieurs, que le jeudi 25 février 2021, la gendarmerie ivoirienne a eu vendu une transaction de drogue à Angré, un quartier commun, il faut le dire comme ça, de Cocody à Abidjan. Les gendarmes tombent sur une saisie record, 1 tonne et 56 kg de cocaïne pure d'une valeur, il faut le dire, estimée à 25 milliards de francs CFA, soit 40 millions d'euros. Cette cocaïne coupée et revendue en détail vaut plusieurs fois, il faut le dire, ce montant. Comment cette drogue est-elle entrée dans le pays? Par quelle voie? Maritime, terrestre ou simplement aérienne? Nous nous interrogeons. Et d'ailleurs, messieurs, selon les sources sécuritaires, la drogue viendrait d'ailleurs du Paraguay. 2 personnes avaient été arrêtées. Eh bien, on se pose la question, pour qui travaillent-elles? Ces 2 personnes d'ailleurs, qui vivent, il faut le dire comme ça, dans la loi du silence, n'ont pas dit un seul mot sur ce qui se passe, bien sûr, dans ce problème de cocaïne du côté de la Côte d'Ivoire. 1 an, il faut le dire auparavant, précisément en 2020, plus de 40 kg de cocaïne pure avaient été saisis dans les eaux territoriales ivoiriennes à bord d'un navire marchand en provenance du Brésil. Là encore, les suspects se sont tus et n'ont pas donné suite d'ailleurs de tous leurs propos. En 2019 également, messieurs, pour revenir toujours, une opération antidrogue internationale avait permis de démanteler à Abidjan un réseau de trafiquants liés, dit-on, à la mafia italienne. 4 Italiens, membres de ces réseaux baptisés par les enquêteurs Spaghetti Connection, ont été condamnés à des peines de 20 ans de prison. Par la suite, messieurs, ces personnes disparaîtront de la circulation. Plusieurs affaires démontrent, selon les spécialistes aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire devient un pays de transit pour les trafiquants de drogue latino-américains cherchant à convoyer leur cocaïne vers l'Europe. Voilà l'affaire que nous mettons sur la table ce matin. Et pour se poser justement la question, je commence par vous, Edmond Kuaté. On ne va pas oublier cette date du 25 février 2021, tout juste il y a 2 mois à peu près. Il faut le dire comme ça. La gendarmerie a eu vendu une transaction de drogue, eh bien, dans le quartier de Angré, vous qui avez fait d'ailleurs la Côte d'Ivoire, du côté de Cocody, eh bien, les gendarmes sont tombés sur 1 tonne, 56 kg de cocaïne pure d'une valeur de 25 milliards de francs CFA, soit 40 millions d'euros. Comment cette drogue arrive justement sur le continent africain? Comment cette drogue a pu arriver d'ailleurs du côté de la Côte d'Ivoire? Parce que jusque-là, on parle toujours de la loi du silence. Steve, il ne faut pas être naïf. Et moi, je ne le suis pas, je sais que vous ne l'êtes pas. De dire que la gendarmerie a eu vent et qu'ils sont tombés, non. C'était une organisation, c'était une opération bien organisée, oui, visant à mettre un terme, ou plutôt à jeter de la poudre comme ça dans les yeux des uns et des autres et de donner l'impression qu'on est surpris. Non, c'était une opération bien connue parce que l'enjeu ici était de sacrifier un homme, de sacrifier un individu pour, n'est-ce pas, arrêter les enquêtes qui allaient se mener. C'est M. Ouattara et sa femme, il faut le dire, qui étaient au cœur de cette mafia, n'est-ce pas, de ce trafic-là. C'est eux qui ont décidé de sacrifier Ahmed Bakayoko. Il faut savoir que ça remontait un peu plus loin. Les problèmes commencent lorsque le ministre Sidiki Diakité, n'est-ce pas, prend les commandes de l'intérieur. C'est à ce moment que les problèmes commencent. Parce que lorsque le ministre Ahmed Bakayoko est au ministère de l'Intérieur, à l'époque,
C'est lui, avec ses hommes, ses CDO, c'est lui qui contrôle un peu. Et donc, il a la possibilité de contrôler un peu les différentes courroies de distribution, que ce soit à l'arrivée, que ce soit à la réexportation. Il contrôle un peu tout. Et donc, lorsque le ministre Sidiki Diakité arrive à l'intérieur, il n'est pas préparé. On ne lui a pas dit ce qui se passe. Oui. Et donc, il tombe un peu sur ces informations. Il ne sait pas comment il doit se comporter, mais sauf qu'il se rend compte que c'est un circuit bien huilé, oui, et que chacun sait ce qu'il doit faire, sauf lui. Alors, quand il pose 2 ou 3 questions, ça hérisse un peu les poils des uns et des autres, mais on se dit, mais parce que les gens, les différents responsables qui étaient en charge de cette question-là savaient que lorsqu'on envoie un chef de département, il est préparé, il est moulé, il est au cœur de l'information. Mais ce n'était pas le cas de Sidiki Diakité, qui commençait à poser beaucoup de questions. Et voilà, Monsieur Ahmed Bakayoko fait vite d'en parler avec Dominique Ouattara, oui, qui elle aussi en parle avec son époux et lui dit, mais écoute, je crois qu'on a fait une erreur. Et c'est comme ça que le ministre, le général Vagondo Diomandé, est chargé de faire de l'ordre. Et puis du jour au lendemain, le ministre Sidiki Diakité se retrouve à l'administration du territoire. Donc on l'enlève de là et on met quelqu'un qui est moulé, qui est bien au parfum, qui connaît bien la chose. Mais seulement Sidiki Diakité a fait un peu de bruit, oui, il a fait beaucoup d'erreurs, et du coup la DEA décide donc de se saisir de l'affaire. C'est comme ça que ça part. Et du jour au lendemain, la DEA a essayé de mener les enquêtes et s'est rendu compte dans un premier temps que la mafia était très organisée. Faut être naïf de croire que Ahmed Bakayoko aurait pu prendre sur lui de se servir des appareils de l'État au plus haut niveau pour, oui, organiser un tel trafic pendant longtemps sans que le premier, n'est-ce pas, des responsables de la... Mais c'est lui justement qui avait été accusé au départ, au début déjà de cette année 2021. Oui, c'est pour ça que j'ai dit il faut être naïf de croire qu'il l'a fait pendant longtemps en se servant, n'est-ce pas, des appareils de l'État, oui, des services de l'État, services de renseignement, services de sécurité, sans que le premier, n'est-ce pas, des responsables du pays, je veux parler de Ouattara, sans qu'il ne soit informé. Il faut être naïf de le croire. Il faut être naïf, par exemple, de croire que M. Mbargangele, par exemple, qui rentre au Cameroun, va utiliser la DGSN pour organiser un trafic de drogue sans que le Premier ministre n'en soit informé, sans que le président de la République n'en soit informé, et que vous le fassiez. Vous utilisez l'aéroport, vous utilisez le port, vous utilisez tous ces services-là sans que jamais l'exécutif n'en soit. Il ne faut pas être naïf dans la vie. Je crois que le problème, c'est que au Cameroun, je vais dire en Afrique, parfois nous sommes très naïfs. On veut bien croire tout ce qu'on nous sert là. Non, il ne faut pas être naïf. Et donc, la DEA a informé, la DEA mène les enquêtes et se rend compte que, je vais dire, la chaîne est très longue et que les responsabilités sont énormes et les plus insoupçonnées. C'est pas un hasard que M. Bolloré veut avoir la main mise sur tous les ports. Ce n'est pas seulement pour ce que vous connaissez, parce qu'il une affaire de transport, de logistique. Non, lorsqu'il décide de mettre la main sur tous les moyens logistiques d'un pays, terre, mer, je vais dire ferroviaire et tout. Non, c'est parce qu'ils ont d'autres projets. Et donc, vous savez que la personne qui s'est battue corps et âme, qui a tout fait pour que M. Ouattara soit parachuté à la tête de la Côte d'Ivoire, eh bien, c'est son parrain, Nicolas Sarkozy. Oui. Non, allez-y, je vais vous dire, lorsqu'on décide de mener une opération comme celle qui a été menée en Côte d'Ivoire, avec à la clé plus de 50 000 morts, parce qu'aujourd'hui on veut, n'est-ce pas, limiter la crise ivoirienne à la crise post-électorale, c'est faux. Lorsqu'on décide de mener une telle opération, sacrifier autant de vies, non, ce n'est pas pour rien. M. Sarkozy savait pourquoi il mettait M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils avaient des ambitions bien nourries. Et donc, il faut trouver des moyens de se faire de l'argent. Ce n'est pas seulement pour aller voler un peu d'argent du contribuable pour donner à M. Sarkozy. Donc ça ne se passe pas comme ça. Le budget de la Côte d'Ivoire, c'est combien? À peine 8 000 milliards.
de francs CFA. C'est rien ça. S'il faut, n'est-ce pas, satisfaire tous les gros bonnets, tous les gros bonnets, surtout en euros, vous voyez que ça devient minable. Vous prenez 8 000 milliards, ça fait à peine, peut-être 15 millions, je sais pas, 15 milliards d'euros, ouais, 15 milliards d'euros. Donc ça, c'est rien. 150, on peut le voilà, dire comme ça. donc s'il faut donner un peu d'argent à tout le monde, ça, c'est rien. Et donc, si vous prenez des armes qui ont été utilisées, les armes qui ont été données aux rebelles pendant 10 ans, les armes, munitions, nutrition et tout, non, il faut trouver de l'argent par tous les moyens pour rembourser les gens. Il faut trouver l'argent par tous les moyens pour payer les dettes qui ont été engrangées. Il faut rembourser les Martin Bouygues qui ont mis la main dans la pâte, qui ont financé la guerre pendant 10 ans. Il faut rembourser les Bolloré qui ont financé la guerre pendant 10 ans. Il faut financer, n'est-ce pas, tous ces aristocrates français chez qui on a puisé de l'argent pendant longtemps pour financer la guerre. Il faut rembourser et ça coûte cher. Et parfois, ce n'est pas seulement l'argent du contribuable ivoirien qui va permettre de rembourser cela. Il faut aller trouver des ressources ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont mis, n'est-ce pas, ils ont organisé toute cette mafia de drogue, de cocaïne, qui partait justement du Paraguay et on parle également du Brésil. Du Brésil, du Paraguay également. Et de l'Italie. De l'Italie. Non, ça partait du Brésil, du Paraguay. Pour l'Italie. Pour l'Italie, oui. Et le reste de l'Europe, beaucoup de pays européens. On a surnommé justement cette affaire, la Spaghetti Connection. Spaghetti Connection, parce que justement, il y avait une société qui était... Société Écran. Qui était gérée par des Italiens et qui faisait dans le spaghetti. Et qui faisait dans le spaghetti. Et justement, le rôle, c'était, n'est-ce pas, justement d'acheminer, leur mission in fine, c'était d'acheminer, n'est-ce pas, le produit en direction de l'Italie et d'autres pays européens. Donc voilà un peu. C'est une mafia qui était très bien organisée. C'est l'arrivée malheureuse de Sidi Kidia qui était à la tête, n'est-ce pas, de ce ministère-là, ministère de l'Intérieur. C'est lui qui va attirer l'attention de la DEA. Et puis vous savez, lorsque les trafics de cocaïne dépassent déjà une certaine quantité, atteignent déjà un certain tonnage, c'est la DEA, par le monde entier, c'est la DEA qui s'occupe de 1056 kg le 25 février dernier. Effectivement. Et donc, c'est beaucoup quand même, voilà, Edmond. C'est beaucoup, ça c'est rien, ça c'est peanut par rapport à ce qui s'est fait. Coupé, revendu, ça vaut au moins encore 10 fois le prix. Hein. Oui, mais ça c'est peanut par rapport, ça c'est ce que M. Ouattara et sa femme, c'est ce qu'ils ont décidé de sacrifier pour donner l'impression qu'ils ne sont pas au courant, ils combattent la lutte contre la drogue. Ça, c'était une décision de sacrifice parce qu'on le fait lorsque monsieur Bakayoko n'est plus en Côte d'Ivoire. Et justement, vous vous souvenez que la personne sur qui on a commencé à s'acharner, on est allé perquisitionner le domicile du beau-frère à Bakayoko, oui. Et c'est là où on a pris, n'est-ce pas, de la drogue. Non, tout le monde savait que c'est comme ça que ça se passait. Mais sauf que, lorsque la DEA a fait un rapport et envoie, n'est-ce pas, à Macron, pour lui dire, tu as 2 citoyens chez toi que nous avons bien épinglés, dont nous avons bien établi la responsabilité, à savoir... Dans le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. À savoir ce bandit, ce narcotrafiquant de Sarkozy, ce Nabo, dont je n'aime pas trop voir la photo parce que ça me donne des cauchemars la nuit. Et l'autre Bolloré. Lorsque la DE a fait ce rapport pour envoyer au service secret français et qui atterrit sur la table de Macron pour lui dire « Nous avons épinglé la responsabilité de 2 de tes concitoyens et pas n'importe lesquels, dans le trafic des drogues en Côte d'Ivoire. Monsieur Macron qui saisit Ouattara pour lui dire c'est quoi cette histoire. Et donc monsieur Ouattara, pour tenter de se justifier, de se blanchir et prouver aux yeux du monde qu'il n'y est pour rien, qu'il ne connaît rien, alors il décide de sacrifier Ahmed Bakayoko. C'est comme ça qu'ordre est donné à la gendarmerie d'aller perquisitionner le domicile. Tout le monde savait que c'est là-bas, chez le beau-frère d'Ahmed Bakayoko, que le business... qu'on stockait une partie, pas la totalité, une partie de la drogue, et puis c'est là-bas qu'on faisait le reconditionnement et tout. C'est comme ça qu'on décide d'aller là-bas faire le one-man show qui a été fait. C'était une opération d'enfumage et de tout. Devant les caméras de télévision et sans oublier RFI. Voilà, et puis après, on saisit encore une autre quantité quelque part, toujours. Et puis celui qui est mis en cause, c'est M. Ahmed Bakayoko qui est mourant dans son lit d'hôpital. Donc il fallait sacrifier quelqu'un pour prouver, parce que
monsieur, il y avait également des problèmes d'ordre politique. C'est un peu compliqué, c'est politico-trafico et tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi? Parce que monsieur, depuis les dernières élections, monsieur Ouattara s'est rendu compte que monsieur Bakayoko n'était plus en odeur de sainteté avec monsieur Bakayoko, parce qu'il s'est rendu compte que monsieur Bakayoko était vertement opposé, n'est-ce pas, au 3e mandat, et qu'il a tout fait d'ailleurs pour que ce plan échoue. Oui. Bon, maintenant, ça c'était en Il voulait également le retour de Laurent Koudou-Gbagbo au pays. Le retour de Laurent Koudou-Gbagbo au pays. Il n'était pas très d'accord avec certaines pratiques du couple Ouattara, et donc lors d'une réunion, il a été mis à nu, il a été mis en minorité. Certaines de ces, je vais dire, de tout ce qu'il était en train de faire en sourdine a été porté à la connaissance de M. Ouattara. Et lorsque cela a été révélé, il a été très mis à mal. Il a tout fait pour essayer de redorer le blason, de faire comprendre à M. Ouattara que c'était une erreur. La première personne à le lâcher, c'était Dominique, Madame Ouattara, qui l'a lâché, qui lui a dit, écoute fils, tu m'as déçu, je comptais sur toi, machin. Et puis, Ouattara également, qui a la rancune tenace, malgré tout ce qu'il a fait, il a proposé même à un moment donné qu'il devait démissionner. Ouattara lui a dit, pas question, tu restes, tu es là, mais sauf que tu restes, tu es là, le courant ne passe plus. Et donc, à un moment donné, voilà, monsieur Ouattara a décidé de le sacrifier comme ça. C'est comme ça que vous avez entendu parler d'une histoire de poison. Oui. On a dû mettre quelqu'un derrière lui parce que, dites-vous bien, on découvre un cancer en janvier. Monsieur Bakayoko, qui avait une santé qui était très suivie, on lui découvre un cancer en janvier et en mars, ça le terrasse, ça le détruit. Franchement, il faut que ce soit un cancer ivoirien pour avoir de tels dégâts. Un cancer ordinaire, normal, comme vous et moi le connaissons, on a le temps de le découvrir. Un cancer ivoirien. Ouais, il faut que ce soit un cancer ivoirien. Un cancer, surtout à la Ouattara. Parce que un cancer c'est normal... quand même dur, Edmond, vous parlez de cancer ivoirien. Il faut, il a bien raison. C'est dur. Non, ben, il faut écouter, il ne faut pas prendre des gens pour des ploucs dans ce continent-là. Il faut quand même se dire que des gens, c'est des personnes raisonnées et raisonnables, et avoir la décence de ne pas leur dire n'importe quoi. Monsieur Bakayoko, qui en 2019, en 2020, autant pour moi, était allé en France faire son check-up comme d'ordinaire. Il allait super bien. Oui, il allait super bien. On ne lui a pas, n'est-ce pas, diagnostiqué quelque chose de terrible, de dangereux. Mais subitement, en 2021, en janvier, et il se sent mal, il se plaint à tout le monde. Il dit, je n'ai plus de jus, je me sens fatigué. On lui dit, peut-être tu travailles trop. Il dit, non, mais mon rythme de travail n'a pas changé. J'ai maintenu le même rythme de travail, mais je ne me sens plus bien. Jusqu'à ce qu'en janvier, et surtout, quand il fait la demande d'aller se faire, n'est-ce pas, diagnostiquer en France, on retarde le processus. On ne le lui accepte pas tout de suite. On retarde. Pendant ce temps, il se plaint, il est mal, le temps que le poison fasse son effet, ou alors, entre griffes, le cancer fasse son effet. Alors, quand on se rend compte que le foie, parce que le cancer avait pour effet, n'est-ce pas, d'abîmer complètement le foie, quand on se rend compte que le foie est bien abîmé, que les effets escomptés sont atteints, et donc on lui donne une autorisation d'aller se faire soigner en France. Et lorsqu'on arrive en France, on dit c'est un cancer, machin, une histoire un peu fabriquée comme ça avec les services secrets français et tout le monde, parce que... Et quand il veut mourir, on l'emmène directement en Allemagne. On l'emmène en Allemagne parce qu'une fois, au lieu de dire dès le départ que c'était du poison, et de l'envoyer dans un service spécialisé là où on avait soigné Navalny, parce que eux, c'est leur spécialité en Allemagne. Lorsque vous avez reçu même du cyanure et voilà des poisons un peu très durs, eux, ils ont la possibilité de te récupérer. C'est comme ça qu'ils ont récupéré Navalny. On ne l'envoie pas, on le garde à Salpêtrière, on le garde là-bas, et lorsque il est déjà complètement légumé, c'est comme ça qu'on décide de le transporter. Mais il était déjà à demi-mort lorsqu'on le transportait en Allemagne. Et donc, c'est tous ces problèmes-là. Il ne faut pas aller croire que non, c'était une opération d'Ahmed Bakayoko. Les gens croient que c'est Ahmed Bakayoko. Qui était le parrain? Non, je le dis, je suis formel. Vous ne pouvez pas être ministre, quelle que soit votre discrétion. Utilisez
les appareils de l'État et faire du trafic à ce niveau-là sans que le chef de l'exécutif n'en soit informé et sans qu'il n'ait donné son accord. Paul est là. Plusieurs affaires aujourd'hui démontrent, selon les spécialistes, que la Côte d'Ivoire devient un pays de transit pour les trafiquants de drogue latino-américains. D'ailleurs, on se rappelle que depuis 2 ans aujourd'hui, et surtout l'année dernière, 400 kg de cocaïne ont été saisis dans les eaux territoriales ivoiriennes. Pourtant, on le sait très bien, et bien là-bas, le port est entre les mains de Vincent Bolloré. Alors, cette histoire, quand on entend tout ce qui se passe autour de cette histoire de drogue en Côte d'Ivoire, ça soulève le tapis et ça laisse percevoir la pourriture en réalité qui se situe en dessous de ce qu'on nous présente de façon officielle. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, que la DEA indexe dans ce dossier de cocaïne en Côte d'Ivoire, est le tout premier président de l'histoire de France que des journaux officiels appellent en première page « voyou ». Je crois que c'était Le Point ou l'Express, je ne me rappelle plus. Mais c'est la première fois de l'histoire que des journaux, des médias officiels qui ont pignon sur rue, appellent et titrent leurs journaux avec l'image, la photo du président en exercice et titre ce journal-là en première page « voyou » en traitant Nicolas Sarkozy de voyou. Alors, quand on se souvient de ça, on se dit que ces gens avaient peut-être déjà eu la graine et qu'ils savaient de quoi ils parlaient. La suite va tout simplement confirmer cette audace de ces journaux-là qui en réalité finalement vont s'avérer être perspicaces et pertinents dans leur traitement de l'individu, puisqu'on a vu par la suite tout ce qu'il a fait comme abomination, tout ce qu'il a commis comme tort, tout ce qu'il a causé comme tort à l'Afrique, que ce soit avec c'était l'Express, hein, je donne l'information, c'était l'Express. Merci pour la précision. Voilà, vous êtes un journaliste qui est au fait des choses et qui sait faire les investigations à la seconde. Merci. Et donc, vous avez Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On a revu lors d'une émission dernièrement l'humiliation dont il a été victime. C'était l'œuvre de Sarkozy. Edmond Kouyaté a rappelé tout à l'heure les milliers, les dizaines de milliers de morts qu'on veut minimiser en parlant de 3000 morts, alors que, comme il le dit si bien, c'est beaucoup, beaucoup plus. Au-delà de la crise post-électorale, on a vu les manœuvres de bassesse, je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais pas quel est le mot qui est plus indigne que le mot bassesse. Mais on a vu des scènes théâtrales d'un ridicule extraordinaire où des gens simulaient, des femmes simulaient d'avoir été tuées par l'armée régulière de Laurent Gbagbo, alors qu'après, on entendait des voix qui leur disaient « Ne vous levez pas encore, le tournage n'est pas fini ». Tout ça, c'était l'œuvre de Sarkozy. On l'a vu acharné contre la Libye de Kadhafi. On l'a vu organiser l'assassinat de Kadhafi. Et on peut citer tellement d'horreurs et d'abominations sur le compte de ce voyou, de Sarkozy. Et si on pensait encore que du fait de notre grief contre Sarkozy et de notre on va dire, notre envie prétendument de le salir ou de le dénigrer, il y a quand même que la justice française, cette fois-ci, l'a bien condamné et que ça ne fait que confirmer ce qui apparaissait jusqu'ici, ce qui pouvait encore apparaître jusqu'ici comme une cabale contre Nicolas Sarkozy. C'est un véritable voyou. Et quand on est voyou et qu'on est à la tête de l'État, on organise son banditisme et son voyoutisme avec ses petits copains. Et l'un de ses petits copains, justement, c'est Bolloré. Et on a fait une émission dernièrement ici sur Bolloré et sur toute la mafia autour du port. Je crois qu'il a été condamné. On a fait une émission dernièrement sur sa condamnation. Alors, vous voyez bien les accointances entre la pègre au plus haut sommet de l'État et quand vous regardez l'histoire de cocaïne dont on parle aujourd'hui, elle ne date pas d'hier, elle ne date pas de février.
Elle ne date pas de seulement 2020 et 2019. Rappelez-vous qu'en 2014 ou 2015, Oui. vous avez entendu parler de Air Cocaïne, qui impliquait déjà Nicolas Sarkozy, Oui. qui avait déjà fait l'objet d'une enquête. Rappelez-vous également que aujourd'hui, et ça ne date pas que d'aujourd'hui, et allez comprendre quelque chose, puisque c'est depuis le mandat de Sarkozy que cette réalité est factuelle, la DEA, dans ses enquêtes, a établi que la Côte d'Ivoire est depuis quelques années, en tout cas plusieurs années, un hub privilégié de transit de cocaïne Oui. entre l'Amérique latine et l'Europe, notamment l'Italie. Et d'où vient-il et comment comprendre que ce n'est qu'à partir du moment où Sarkozy est président de la République et à la suite de ce qu'il impose à Alassane Ouattara par les moyens qu'on sait, que cette histoire-là prospère. Alors, à mon sens, il n'y a rien d'étonnant. On est dans la pègre, on est dans le banditisme au plus haut sommet de l'État. Et le fait qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et Bolloré soient indexés par la DEA n'est pas étonnant du tout. Et Edmond Coyote a rappelé tout à l'heure le fait que, et la connivence, la corrélation avec l'obsession de la maîtrise de tous les ports africains par Bolloré. Or, je vous ai rappelé ici une fois qu'en économie, vous n'avez pas de transaction, vous n'avez pas de prospérité économique sans les transports. Ça n'existe pas. Comment vous procédez à vos échanges si vous n'avez pas les transports? Comment vous... Donc, quand vous maîtrisez les transports d'un pays, et Bolloré, ce n'est pas d'un pays, c'est d'un continent, vous comprenez très bien que vous maîtrisez non seulement l'économie de ce pays, mais de la partie visible, mais également de la partie invisible. Parce que sachez que dans toute transaction économique, il y a une partie visible et il y a une partie invisible. La petite anecdote qu'on sait peut-être, vous regardez souvent les business de la nuit, comme les boîtes de nuit, les snacks et cabarets et tout ça. Vous pensez que quand vous vous retrouvez avec vos amis en train de siroter un whisky, une bière et je ne sais trop quoi, vous pensez que ce n'est que ça la partie visible, que ce n'est que cette partie visible là qui est le business officiel de certains milieux de la nuit? Non, du les tout. véritables business, parce que vous voyez des boîtes de nuit qui fonctionnent depuis des décennies. Mais quand vous voyez le mode de fonctionnement en termes de visible, ça veut dire les consommations des clients, la fréquentation, vous interrogez de façon légitime pour savoir si c'est cette fréquentation de clients et ces consommations-là qui alimentent le business de cette boîte de nuit ou de ce cabaret ou de ce snack. Donc, souvent, je ne vais pas généraliser, mais souvent très souvent, vous avez des business dont l'activité visible n'est qu'apparente. Mais en réalité, le véritable soutien financier de cette activité-là est souterrain. Et c'est exactement comme ça qu'avec les ports, avec tout ce qui est transport, avec la logistique, M. Bolloré et ses amis et ses petits copains ont pu faire prospérer ce business de cocaïne sans que personne en réalité ne s'en rende compte. Et quand vous regardez sur le plan politique, parce que ce soit l'économie, que ce soit la politique, que ce soit le social, que ce soit la culture, en tout cas tous les pans d'une société sont en interrelation. Et quand vous regardez la vie en Côte d'Ivoire, la vie politique en Côte d'Ivoire, vous pouvez bien vous interroger pour savoir, pour comprendre pourquoi M. Alassane Ouattara a tout fait pour se maintenir au pouvoir, pour un troisième mandat, alors qu'il avait bien précisé qu'il ne se représenterait pas. Pourquoi la disparition de son ancien Premier ministre, je pense Koulibaly. Pourquoi la disparition d'Ahmed Bakayoko qui le remplace? Et pourquoi cette obsession à maintenir Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire, alors qu'en réalité, dans votre plan politique, c'était prévu que non seulement il rentre, mais aussi que M. Ouattara ne se présente plus. Comment comprendre que c'est après que tout cela se soit passé, toute cette série d'événements-là, la mort des deux premiers ministres, le maintien au pouvoir de Ouattara, le maintien à la CPI de Gbagbo, malgré son acquittement en 2019, comment expliquer le fait que c'est après cette série d'événements-là que on libère justement Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et que par la suite, on le libère, mais qu'avant qu'on le libère,
on annonce la fin du mandat de Fatou Bensouda comme procureur de la CPI. C'est justement de très Mais ça fait beaucoup trop de rapprochements, Oui. de connivence, de coïncidence, si tant est qu'il s'agit de coïncidence. Donc, vous comprenez qu'il y a effectivement une mafia autour, et je doute fort, en tout cas c'est mon souhait, que les choses ne s'arrêtent pas en si bon chemin, et que le dénouement continue de se faire, et que les véritables coupables, quelle que soit leur position, soient mis à nu, et qu'ils soient exposés, et qu'ils payent enfin le lourd tribut de ce qu'ils ont fait payer à Laurent Gbagbo et aux Ivoiriens qui sont morts par milliers, jusqu'ici de façon impunie. Et donc, on observe impatiemment et on attend de voir la suite. Patient parfait, donc ce n'est pas la première fois qu'on implique, que Sarkozy est impliqué dans un trafic de drogue. Tout à l'heure, Paul Ella souligne d'ailleurs Air Cocaïne. L'ancien président français avait été géolocalisé et ses communications téléphoniques détaillées sur demande de la juge d'instruction en charge de l'affaire Air Cocaïne. On s'est rendu compte justement qu'il était impliqué dans un gros, il faut le dire comme ça, trafic de drogue, qu'on a surnommé d'ailleurs en France. Les journaux ont fait d'ailleurs leur pris plaisir à titrer et à donner d'ailleurs le nom à cette affaire Air Cocaïne. Mais surtout parce que les pilotes qui s'occupaient de ce transfert-là, Ouais, les pilotes, oui. étaient des pilotes français qui ont donc été arrêtés en République dominicaine et condamnés à 20 ans de prison chacun. Et la France a réussi par le biais de ses services de renseignement, de barboserie extraordinaire, de s'exfiltrer ces pilotes-là qui ont été sortis de prison, on ne sait pas très bien comment, et qui se sont volatilisés comme ça dans la nature. Bon, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important dans cette histoire, c'est de lire et de lier les événements. Oui. D'abord, commençons par le personnage de M. Nicolas Sarkozy. Vous avez vu Le Parrain? Oui, Le Parrain. Première, deuxième et troisième partie. Voilà, c'est un très beau film qu'il faut recommander aux jeunes générations. Oui. J'ai été sur un plateau hier, je me suis rendu compte que les générations d'aujourd'hui qui veulent être des gens qui expliquent des choses au commun des Africains, des Camerounais, ne font pas l'effort de se cultiver. De lire et surtout de regarder de bons films. Vraiment de se cultiver. Ils sont, par exemple, ignorants même de l'histoire récente de la politique au Cameroun, même depuis 90. Ça, c'est très grave. Bon, donc je recommande ce film Le Parrain aux jeunes qui nous regardent, pour qu'ils comprennent. Surtout la belle troisième partie, hein. 9 Oscars sur 2 Oscars. Qui comprennent très bien. Deuxièmement, toujours pour cet individu de Nicolas Sarkozy, moi, je me suis toujours posé des questions. Il a une mimique. D'abord, il est très, très agité. Après, il a l'habitude de faire ça. La cocaïne? Alors, tout le monde sait, dans le monde réel. Tout à l'heure, il n'a pas de monde de la nuit. Quand on a fini de découper, quand on veut sniffer, quand on finit de sniffer l'affaire, là, on fait comment? C'est toi qui attire mon attention sur cette histoire. Ah et bon? c'est pertinent. Ah bon? C'est très pertinent. Je donne une autre information. Les services de renseignement français vont contester ou pas. Dans certaines permanences d'un certain parti politique dirigé par un certain individu en France, c'était service libre. Après les longues réunions. Ils le savent. Ce n'est pas parce que les gens pensent que les Africains ne veulent pas dire la vérité. Je donne une autre information. Un autre Africain était l'un des permanents de ce parti politique. Je m'arrête là pour l'instant. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que depuis un certain temps, il y a un faisceau d'indices qui tend à démontrer que, parce que Sarkozy, avec tout ce qui trimballait comme grelot, il a oublié qu'à un moment donné, parce qu'on lui a dit, monsieur, écarte-toi de la politique. Si tu insistes, on va faire teinter vraiment tous les grelots que tu as accrochés à tes chevilles. C'est ce qui lui arrive. Parce qu'en réalité, ceci n'est possible aujourd'hui que parce qu'à l'intérieur de la France politique, il y a déjà des bisbilles. Et on écarte ceux qui sont sur le plan moral pas très hygiéniques. S'ils veulent insister comme on sait d'insister, on leur rappelle à l'ordre violemment. Pour ceux qui font semblant de penser qu'on raconte des histoires sur le sexe des anges, il faut leur expliquer que dans un pays qu'on appelle le Panama, un président de la République, sur la base des investigations de la DEA, la Drug Enforcement Authority, c'est une agence américaine qui s'occupe des questions de trafic de drogue. Ils sont venus, l'armée américaine, après ils sont venus débarquer, l'administration américaine d'ailleurs, de débarquer un chef d'État et le gars est tué en prison chez eux.
C'est Noriega. Noriega. Je m'abuse. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est lui qui avait déclaré lors de son arrestation, justement. C'était le pont, c'est-à-dire que c'était la passerelle par excellence pour inonder les États-Unis en cocaïne. Oh, ils sont dans cette bagarre-là depuis pour essayer d'endiguer, n'est-ce pas, ce phénomène. Sauf que, une fois de plus, eux-mêmes ils sont impliqués. Je reviens encore dans mes sauf que. C'est que le monde capitaliste vit de ce trafic illicite. C'est ça qui nourrit, qui constitue l'oxygène de ce monde capitaliste. Mais posez-vous la question. Comment nous sommes dans un monde, quand on dit de démocratie, de justice, de liberté, de sévérité par rapport aux comportements qui ne sont pas, j'allais dire, potables, on peut permettre quand même qu'il y ait des paradis fiscaux. À quoi ça sert les paradis fiscaux? C'est pour blanchir l'argent de ce commerce illicite et continuer d'entretenir, n'est-ce pas, le capitalisme dans sa forme la plus barbare qu'on connaît aujourd'hui. Alors, quand vous êtes un petit nègre, excusez-moi le terme, mais il est approprié, quelque part, dans un coin perdu qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et quand vous sert le pouvoir sur un fleuve de sang, comme ce fut le cas de M. Ouattara, vous pensez qu'il n'y a pas de retour d'ascenseur? Forcément. Et c'est quoi ce retour d'ascenseur? Ça va être quoi? Ça va être que petit on t'a mis là, pas le bruit que tu fais les croissances à 2 chiffres. Nous, on a un business qui doit transiter pour toi, pour inonder nos marchés en Occident. Ce sont des compensations. Je dis que nous sommes dans l'analyse. Oui. Donc, c'est dans, comment dire ça, dans le monde, dans les problématiques du possible. Ce sont des possibles. Nicolas Sarkozy, après avoir été épinglé dans plusieurs affaires, il a fait une déclaration lui-même en France. Il a dit qu'il se retire du monde de la politique. Oui. Macron a souffert. Parce que c'est que avec la gestion de Covid et d'autres choses, Macron a un bilan qui n'est pas... En réalité, devoir encore empiler, ça va être un peu... Compliqué. Compliqué, seulement tiré par les cheveux en termes de projection. Mais, au lieu de s'en tenir à ce qu'il avait dit, cet individu a commencé à jouer les missiles dominici de toute la classe de la droite. On venait le contacter, on venait prendre conseil, on venait... Alors Macron s'en rendu compte que mais, ce type n'a pas encore compris la leçon. Malgré tous les casseroles qui traînent, il veut insister. Alors, dans le projet de Macron, il faut, en France, au second tour, avoir un mano à mano entre Marine Le Pen et Marine Le Pen. Oui. C'est du pain béni pour Macron. Vous le savez tous, pour ceux qui étudient ou bien regardent un tout petit peu la politique française. C'est son élection assurée. Mais s'il y a un grain de sable qu'on appelle Nicolas Sarkozy, ça risque de créer des situations qu'il ne maîtrise pas du tout. Donc, il veut être à l'abri de tout cela. Donc, comme Sarkozy a voulu insister, Macron a donc sorti le jeu. Il a dit, bon, dans ce cas, je bousille tout. C'est comme vous avez vu, ils ont éliminé M. Dominique Strauss-Kahn. Ils sont pas là avec de la cuillère. Avec cette affaire de Nafissatou Diallo. Nous sommes maintenant dans la vraie matière politique. Hein. Ce n'est pas... Pardon? Pareil pour Fion avec les vestes de Fion. Vous voyez, vous qui aimez les belles vestes. Sans oublier couper. Ça peut vous rattraper. Et les coupéistes. Nous sommes dans la vraie matière politique. Ce n'est pas la gnognotte comme je vois par exemple au Cameroun là. Alors ils ont dit, ok, premier indice pour montrer que on avait déclenché quelque chose contre ce bloc-là. C'est M. Bolloré, qui était comme un roi. L'ami intime sur la de côte Sarkozy. atlantique africaine. Allant même jusqu'à arracher des ports dans des espaces où on ne voyait pas beaucoup l'influence de la France. Par exemple, le port de Tema au Gabon, au Ghana, qui est l'un des ports les plus importants en eau profonde dans cette côte-là, est tombé dans l'escarcelle de M. Bolloré. Alors même au Sénégal, où je crois que c'était les Qataris qui avaient réussi sous Ouad à faire même bas sur le port de Dakar, bousculer là-bas pour qu'on revoie les choses et qu'on redonne le port à M. Bolloré. Donc, Bolloré, donc, subitement, est en difficulté avec ce qu'on a vu avec le procès sur le port togolais, n'est-ce pas, qui est le port le plus important aujourd'hui, cette zone-là. C'est un indice très important. Au même moment où Bolloré est en difficulté, Sarkozy est en difficulté devant les tribunaux français. Oui. Faites le lien de causalité. Et subitement, boum, on commence à attraper des tonnages hors normes de cocaïne en Côte d'Ivoire. Hors normes. Il a parlé d'Ahmed Bakayoko de sa santé. Il faut qu'il répète. Edmond Katé. Ce gars est allé en France faire des check-ups plusieurs fois. Il n'avait aucun problème. De toute façon, on parle de Covid, mais il n'était pas du tout question
d'un cancer. Subitement, bam, un mois plus tard, en janvier, on dit que non, on a décelé un cancer. Et il a dit quelque chose de la fin qui est très important. Son épouse. C'est son épouse, après la visite de M. Ouattara, qui va prendre la décision que, bon, tel que c'est parti ici, des avis sensés me disent que si tu veux récupérer ton mari, amène-le en Allemagne. À cause à nouveau de cette clinique-là qui a soigné M. Navalny, qui est un opposant, soi-disant russe, qui aurait été empoisonné au plutonium. Vous voyez que ça vaut maintenant. Ce n'est plus ce n'est pas la rata chop die là. Non, parce que là, c'est un autre niveau. On parle des histoires atomiques, c'est trop compliqué. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus la rata chop die. C'est un autre niveau. Donc, si quelqu'un peut être empoisonné au plutonium et il est récupéré, vous connaissez l'histoire du parapluie bulgare, non? Oui. Bon, voilà. Ça doit vous dire quelque chose. Alors, donc, ce n'est pas... Il y a un faisceau d'indices qui démontre qu'en réalité, il y a quelque chose. Et ce quelque chose-là qu'on veut cacher aux Africains, c'est qu'on a donné le pouvoir à quelqu'un, mais avec des conditionnalités. C'était très bien nulé avant, parce qu'au niveau de Paris, il y avait le gros parapluie qui était une grosse couverture. Maintenant que le parapluie n'existe plus, le nouveau gars qui arrive là se rend compte que le parapluie Dieu veut continuer à le gêner. Il livre la vérité. Il le livre à la vindicte populaire. Il le livre aux Américains. Et je vous assure, les Américains, dans ces conditions, ils sont très teigneux. Surtout quand ils n'ont pas été associés au business. Si au départ, les gars étaient associés au business, je peux vous dire que ce serait les morts. La mort de Kennedy, jusqu'aujourd'hui, on continue de nous dire c'est Lee Oswald qui l'a tué. On nous dit que Lee avait notre tireur quelque part. La trajectoire de la balle ne correspond pas à la position de Lee Oswald. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut nous dire qui a tiré sur Kennedy. Mais on sait très bien qu'il s'était attaqué aux mafias. Et les mafias ont décidé de lui faire la peau. Comme tous les autres quatre présidents américains. L'Afrique doit prendre, les jeunes Africains là, qui nous écoutent, ils doivent comprendre que nous sommes dans un monde trop violent, papa. Nous sommes dans un monde terrible. Terrible. Avant, quand Babo était au pouvoir, bam, on crée l'histoire de qui fait Guy André qui fait. Oh, il a tué le gars là parce que le gars là avait relevé l'histoire des escadrons de la mort de son épouse contre. Depuis qu'Ouattara est arrivé au pouvoir, l'affaire qui ferait où? Non, mort. Oh, le problème de fond dans cette affaire-là, c'est que Kifa était sur le point de produire un rapport incroyable sur le scandale de trafic de cacao qui transitait par le Burkina Faso et où Amadjaro et le fils de Madame Ouattara étaient au cœur du jeu. Depuis qu'il est au pouvoir, vous avez encore entendu par l'affaire de Kifa? Pas du tout. L'affaire des déchets toxiques. Toxiques, pareil. C'est où? On dit oui, machin. L'affaire des déchets toxiques, c'est où? La France a fermé sa bouche. Les Américains qui envoient maintenant la DEA ont fermé leur bouche. Motus se bouche creusée. Le monde dans lequel nous vivons est violent. Il faut le dire à la jeunesse. Il n'y a rien de facile dans l'affaire là. Donc pour moi, vous avez oublié qu'avant c'était aussi la Guinée-Bissau qui était le hub par excellence de cette affaire de trafic de drogue. Pour moi, rien n'est facile. Ah, tu as parlé du monde de la nuit. Je me pose souvent beaucoup de questions. Je vois M. Molaré dernièrement dans un concert à Abidjan. Le gars a une liasse d'argent comme ça, il jette l'argent de gauche à droite. Mais c'est seulement les petits disques que le gars a joué qui lui donne la possibilité de distribuer autant d'argent. Il est devenu Samuel Eto'o. Il a aussi joué à Angie Massaskala où on paye le gars en termes de milliards, de dizaines de milliards. Mais c'est quoi ça? C'est la drogue. Le monde de la nuit est intimement associé à la drogue. Or, le parrain du monde de la nuit à Abidjan, c'était qui? Ahmed Bakayoko. Donc c'était le fusible qu'il fallait absolument faire sauter. Pourquoi on ne remonte pas l'enquête jusqu'au véritable patron de la mafia, hein? Comment on dit ça en italien? Le parrain. Non, il a un nom là en italien, le véritable patron. Hein, pardon? Le cartel? Non, le parrain de la mafia a un nom en italien. Capo di... Oui, Capo di... Du capo de tutti capo. Voilà, Capo di tutti capo. Capo de tutti capi. Tutti capi, merci. Pourquoi on remonte jusqu'à lui? Mais je vous assure, l'affaire est déjà dehors. Et cette affaire-là va continuer à faire des vagues jusqu'à ce que certains gens acceptent de se soumettre au nouveau homme fort en France, quitte à ce qu'on passe l'éponge dessus. Mais je vous assure, la DEA est tellement teigneuse qu'elle ne va pas lâcher prise dans cette affaire-là. Et ça peut expliquer pourquoi on élimine des gens, pourquoi on retarde le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu la sortie de l'avocat de M. Alassane Dramane Ouattara? Vous n'avez pas suivi? Si. Il dit qu'il sera immédiatement arrêté. Il dit que si Gbagbo met les pieds à Abidjan, il sera immédiatement arrêté. Immédiatement arrêté, ce sont ces propos justement, voilà, messieurs. c'est ça.
Albert Anatola ici, immédiatement arrêté. Ce sont les propos, en tout cas, de l'avocat d'Alassane Draman Ouattara. Si jamais, il faut le dire comme ça, Laurent Koudou-Gbagbo remettait ses pieds en Côte d'Ivoire, mais tout le monde le sait aujourd'hui, que Laurent Koudou-Gbagbo, lui également, a des secrets concernant le trafic de drogue du côté de la Côte d'Ivoire et que Fatou Bensouda et son mari sont également cités dans cette affaire de la DEA. Oui, je voudrais, pour vous permettre d'être complet dans vos informations, vous informer que 6,5 tonnes de cocaïne viennent d'être à nouveau interceptées en Côte d'Ivoire. 6,5 tonnes. 6,5 tonnes de cocaïne d'une valeur d'environ 648 milliards de francs CFA viennent à nouveau d'être saisies en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour être complet dans vos... Merci beaucoup Albert Anatola ici pour cette information. Voilà. Donc, c'est pour vous dire justement que nous avons donc une déferlante, n'est-ce pas, de narcotrafiquants en Côte d'Ivoire, parce qu'après le cacao, il y a maintenant une autre matière qui est justement cultivée en Côte d'Ivoire, ou bien dans la Côte d'Ivoire est devenu très producteur, c'est la cocaïne. Pure. Hein? Alors, je dis bien 6,5 tonnes. 6,5 tonnes. Nous sommes là au mois d'avril. Au mois de mars, c'était 1,5 tonnes que vous avez évoqué. Souligné tout à l'heure, oui. Donc, ça fait quand même un peu trop. Et justement, pour faire complet dans cette affaire-là... Excuse-moi, et ça, c'est pour ce qui est dit. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Oui, oui, pour aller dans ton sens. Je crois que mes jeunes frères de Kati Makéa, vraiment, ils voient des étoiles. Ce n'est pas leur niveau. C'est pas leur niveau. Non, c'est pas... Non, le niveau est très élevé. Non, les jeunes de Kati Makéa, ils sont dans le chanvre indien, c'est pas dans le manga. Ils sont pas dans la cocaïne. Il y a sur la cocaïne, non, il y a sur la cocaïne. Ah bon, c'est vrai? Les renseignements le savent. Donc. Ah d'accord. Et qui sévissent parce que, bon, je ne le dis pas par hasard. Il y a une autre histoire, ils appellent ça le caillou. Ouais, le caillou, ouais, le caillou. Bon, alors, je pense que c'est bien quand même embêtant que la Côte d'Ivoire devient la plaque tournante, n'est-ce pas? Remplace inéluctablement la Guinée-Bissau. Devient la plaque tournante, n'est-ce pas, du trafic de cocaïne. Oui. Et c'est un véritable danger justement pour les jeunes Ivoiriens. D'abord, parce que lorsque vous avez un tel marché, eh bien, ça devient très compliqué. Et il s'agit, autant le dire, il s'agit, n'est-ce pas, d'un trafic qui est alimenté à l'intérieur et par les cadres d'un certain parti politique qui est très proche du pouvoir d'Abidjan. Ça faut le dire. Et à l'intérieur de ce parti que vous connaissez, qui est très proche du pouvoir d'Abidjan, vous avez des cadres. À l'intérieur de ce parti, il y a également des élus qui ont une immunité parlementaire, qui animent cela. Et ça part donc du petit douanier jusqu'au très haut sommet de l'État ivoirien. Parce que quand même, pour que la drogue entre en Côte d'Ivoire, il va quand même falloir briser, n'est-ce pas, les barrières douanières. Ce qui suppose donc que, soit de deux choses l'une, soit les barrières douanières sont très poreuses en Côte d'Ivoire, soit il y a des complicités à l'intérieur de la douane ivoirienne. Moi, je plaide pour le deuxième cas. C'est-à-dire que la drogue ne peut pas entrer en Côte d'Ivoire sans l'implication des douaniers. Je voudrais faire une légère digression pour vous indiquer que du temps où Bolloré, officier au port de Douala-Bonabéry, en tant qu'opérateur à l'intérieur du terminal conteneur, le Cameroun a régulièrement connu le problème d'entrée d'armes sur le territoire camerounais. Et quelquefois, il s'agissait de conteneurs qui étaient estampillés ONU. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas contrôler normalement. On ne peut pas toucher, ni ouvrir. On ne peut même pas ouvrir. C'est-à-dire quand ça arrive, on débarque, ça se retrouve. Ça peut se retrouver en transit au port sec peut-être de Yassau ou ailleurs. Et puis il y a des sapas sur une bonne escorte. Et de préférence nuitamment. Et ça correspond justement à cette période correspond justement à la montée en puissance de Boko Haram du côté de l'extrême nord. Mais depuis que Bolloré est parti du terminal à conteneurs, paradoxalement et curieusement, ces conteneurs fantômes ont cessé de circuler. Et c'est la même situation justement qui se présente de plus en plus en Côte d'Ivoire, où Bolloré justement a le monopole de l'exploitation du port d'Abidjan. Donc tout et n'importe quoi, ça entre sans aucun contrôle, sans aucune surveillance. Vous avez les armes, vous avez la cocaïne, tout ce que vous voulez, tout le foutoir que vous voulez. Tout à l'heure, c'est également une légère digression, Parfait Ndom a souligné un gros scandale
Eh bien, un gros scandale environnemental qui a impacté, les vies humaines. Je parle de la fête Trafigura. C'est-à-dire ce fameux bateau, je crois, irlandais, hollandais, qui allait déverser des produits toxiques dans la lagune, n'est-ce pas, dans une lagune à Abidjan. Les engagements avaient été pris en son temps de dédommager les populations victimes et l'État ivoirien. Je crois que nous étions là à la période, si ce n'est pas Robert Gay, c'était peut-être Henri Konan Bédié. Et ça date, c'est une affaire qui date depuis de 20 ans. C'est Soubabo. C'était Soubabo? Oui. Ah d'accord. Alors, ce qui fait donc et ça s'est passé, n'est-ce pas, avec la complicité, justement, des opérateurs du port d'Abidjan. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est le même opérateur qui est toujours en train d'exploiter ce port-là. Il y a des engagements qui avaient été pris justement de dédommager, d'indemniser les victimes ou bien leurs ayants droit, l'État ivoirien. Je crois que c'est un dossier qui a été clos. Parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas souvenance que ces populations ont été indemnisées. Maintenant, pour revenir à la thématique, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le fait que vous avez deux personnages, c'est-à-dire Bolloré et Sarkozy, qui sont impliqués dans les affaires, comme ça se dit chez eux, ça remet en question même la moralité de celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire comme président. Parce qu'il faut quand même questionner si ce n'est pas lui, son entourage, c'est-à-dire par rapport aux activités de ses proches. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous confiez un ministère de la Défense à un très proche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. C'est vrai qu'on va nous dire qu'il s'agit d'un ministère de souveraineté qu'on ne serait confié entre des mains qu'on devrait confier absolument entre les mains de quelqu'un de confiance. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, justement, de coïncidences curieuses qui nous mènent à comprendre que, en fait, la Côte d'Ivoire est devenue un État narcotrafiquant. C'est devenu très compliqué. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est impératif que, justement, que la DEA fasse son job, qu'on établisse les responsabilités et qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour revenir à la question, c'est une parenthèse également, je pense que l'avocat de M. Alassane Draman Ouattara a le droit de dire ce qu'il veut. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Il est payé pour ça. Maintenant, qu'il sache que la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'est plus le patrimoine de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, c'est un Ivoirien. Il est né en Côte d'Ivoire. Et il ne peut pas rester en dehors de la Côte d'Ivoire. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, libre justement à Ouattara de le faire arrêter. Tout simplement. Maintenant, on va donc voir s'il a arrêté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Bien évidemment, ça veut donc dire qu'il va encore allumer la mèche. Et oui, il va encore allumer la mèche. Monsieur, je vais accorder 3 minutes à chacun avant de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs qui sont d'ailleurs très nombreux. J'ai bien dit 3 minutes chrono à chacun d'entre vous. Edmond Kelton ne comprend pas comment c'est la marine française qui intercepte d'ailleurs des tonnes de cocaïne. Je vous poserai justement la question. La marine française a-t-elle le pouvoir d'opérer en eau territoriale ivoirienne? Ou est-ce tout simplement pour sauver la peau de Alassane Draman Ouattara? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une affaire un peu compliquée. Vous savez, je prends le cas des 6,5 tonnes d'Albert Anatola ici que je viens de... Justement, c'est la marine française. La marine française qui est justement là. Qui a raisonné ce bateau dans les côtes africaines, oui. Il faut le dire, alors que en temps normal, on se serait attendu que ce soit la marine ivoirienne. La marine ivoirienne qui le fasse. Mais c'est la marine française qui le fait. On ne sait pas s'ils ont des conventions. S'il y a une convention, ça je ne peux pas le dire. Mais pour les eaux internationales, ils ne devraient pas. Bon, c'est pour ça que je dis est-ce qu'il y a des conventions. Les eaux territoriales non, les eaux internationales. Oui. C'est pas entre la Côte d'Ivoire et, n'est-ce pas, la France, pour une surveillance des eaux territoriales, parce que vous savez, il y a également ce pouvoir qui est donné à la DEA de pouvoir arraisonner les bateaux dans toutes les eaux territoriales. C'est ça, la DEA peut le faire de par le monde. C'est pour ça que vous voyez parfois, vous avez des documentaires où ils vont partout. Quand on leur signale qu'il y a un bateau qui transporte à son bord quelque chose, ils dépêchent des hélicoptères et puis en rappel, les gars descendent dans le bateau et puis fouillent tout le bateau. Ils ont le pouvoir de le faire. Là, il s'agit dans le cadre de conventions internationales ratifiées au niveau de l'ONU. Ratifiées au niveau de ça. Ils ont ce pouvoir de par le Conseil de sécurité. De l'ONU. Oui, de l'ONU. Ils ont ce pouvoir-là. Mais la France, je n'en sais foutre rien. Qui leur a donné ce mandat, je n'en sais rien. Et donc,
Parce qu'on a tendance, depuis qu'on parle justement de ce trafic de drogue du côté de la Côte d'Ivoire, c'est toujours la marine française qui intervient. Oui, c'est toujours la marine française qui Parce que dans tout ce trafic, en commençant justement de février dernier, c'était toujours la marine française. Et est-ce que ce ne serait pas une manière de tenter de brouiller les pistes ou alors de couper l'herbe au nez de la DEA pour leur dire, écoutez, nous, on fait le boulot, nous, en tout cas, ça ne passe pas par nous. Parce que ce qu'il faut savoir... C'est le procès Amadé Oureni. Par exemple, donc... Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la DE a fait un rapport qui a atterri sur, n'est-ce pas, le bureau de M. Macron. Et donc, pour la DEA, il est clair que si des personnalités comme Sarkozy et Bolloré sont mêlées, ça veut dire que les services secrets français ont laissé faire. Et donc, il est possible que la France veuille dire aux Américains, écoutez, nous... En tout cas, ça ne passe pas par nous. Nous, on ne fait pas, nous, on ne peut pas laisser passer une telle affaire. Et donc, désormais, nous, on se met, on va se mettre à votre service guerre pour essayer de démanteler le réseau. Ça peut être le cas. Ça peut participer également à l'opération d'enfumage qu'ils ont commencé pour donner l'impression que voilà, nous, en tout cas, nous, on n'est pas mêlés à ce genre de choses. Donc, moi, pourquoi est-ce que la marine française va venir arraisonner des bateaux dans les eaux territoriales ivoiriennes? Non, je vais dire, il faut qu'il y ait une convention assez solide pour justifier de cela. Ce n'est pas le cas. Et donc, il n'y a que la France pour nous expliquer. Mais je vous ai dit, c'est une affaire très compliquée, vraiment compliquée. Les Africains sont souvent très naïfs. Et c'est à partir de ce moment qu'il faut que les Africains ouvrent les yeux. Faire une opération comme celle que la France a faite en Côte d'Ivoire, ça demande beaucoup d'argent. Mobiliser les hommes, les armes, parce que la France a bombardé le palais ivoirien pendant des jours, pendant des semaines. Ça demande beaucoup d'argent. On l'a déjà dit. Lorsque le F-16 part de la France pour un autre pays, c'est 2 millions d'euros par jour. Lorsque vous déplacez le F-16, qui plus est, doit lancer un missile, c'est 2 millions d'euros par jour. Payé par le pays. Payé par le pays, par le contribuable français. Et lorsque la France s'engage dans une opération comme celle-là, pendant des années, il faut savoir que l'ardoise est salée et qu'après, il faut payer. Donc quand je vois certains Africains chanter « Oh, la France est venue nous sauver », non, la France ne sauve personne. La France n'a pas vocation à sauver qui que ce soit. La France a vocation à sauver des Français. Oui. Et la France, uniquement et exclusivement. Donc, il est temps que nous partions de ces expériences-là pour dire aux Français, restez chez vous, laissez-nous nous démerder avec nos propres affaires. En tout cas, nous pouvons faire sans vous. Absolument. Il est temps que nous puissions le dire aux Africains. La France n'a vocation à sauver personne. Il n'y a pas d'opération de philanthropie dans le monde. Il n'y a que des opérations mafieuses sur fond d'intérêts énormes des individus et parfois des États. Mais seulement, il n'y a que les États africains qui sortent perdants de ces histoires. Et les États qui sortent gagnants, c'est ces États impérialistes. Parce qu'à la fin, ce sont vos richesses, n'est-ce pas, qui servent de monnaie de change. C'est avec vos richesses qu'on paye à votre propre détriment. Et donc, il faut qu'on sorte, n'est-ce pas, de ces logiques-là où les gens vont partir de chez eux, mobiliser leurs militaires, leurs armements, leurs moyens financiers pour venir, soi-disant, au secours de pauvres Africains agressés par d'autres Africains. C'est terminé ces logiques-là. Il faut que les Africains ouvrent les yeux. Regardez un beau pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui devenir un hub, n'est-ce pas, pour le trafic de la drogue dans le monde. Ça fait honte. Ça fait honte. Au point où on sacrifie des vies humaines. On n'était pas obligé de tuer Ahmed Bakayoko pour ça quand même. On l'a tué. Je n'étais pas très d'accord avec lui. Je ne l'aimais pas beaucoup. De fait de sa participation à tout ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire. Mais quand même, on ne demandait pas à ce qu'il soit sacrifié comme ça. Donc il a été sacrifié pour des raisons politiques aussi. Quand on aura l'occasion... Je sais que le temps nous tient déjà. On pouvait encore rentrer dans les profondeurs. Allez, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que le 5 janvier, on a reporté, n'est-ce pas, les cérémonies de présentation de vœux en Côte d'Ivoire, et que vous allez savoir que le 8 janvier, n'est-ce pas, 2021, lorsqu'on convoque M. Ahmed Bakayoko en présence de beaucoup de dignitaires, n'est-ce pas, à la présidence ivoirienne, c'est après cela, c'est pour lui dire effectivement, on lui a déroulé, on lui a montré les écoutes, on a déroulé toutes les preuves qu'il se préparait un coup, un renversement, n'est-ce pas, des institutions.
avec à la tête Ahmed Bakayoko. Et c'est à partir de là, quand Ahmed Bakayoko est rentré de la présidence le 8 janvier, il a commencé à se plaindre qu'il n'avait plus de juge, qu'il ne se sentait pas bien. Et c'était parti comme ça jusqu'à ce qu'il soit mort. Et donc, nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter de sacrifier les gens, de tuer les gens comme ça, de passer les gens comme des, je vais dire, comme des poissons à la braise. Non, c'est trop facile ça, il faut arrêter ça. Et donc, nous disons que quand vous voyez des gens comme Sarkozy, comme Bolloré, les Africains qui continuent de croire que ce sont des messies venus nous sauver, parce que j'ai vu beaucoup d'Africains danser, beaucoup d'Ivoiriens, en tout cas ceux des plus naïfs, danser. Oh, Sarkozy nous a sauvés, il a chassé Gbagbo, c'est bien beau. Mais regardez ce que le pays devient aujourd'hui. Ironie du sort, lorsque M. Sarkozy va en prison, quelqu'un leur a appelé pour 1 an, M. Gbagbo sort de prison, M. Blé Goudé sort de prison. Je crois que le prochain qui doit aller en prison, et j'insiste là-dessus, c'est M. Ouattara. Il doit suivre son mentor Sarkozy en prison. Et j'attends ça de pied ferme. Patient Parfum d'Homme, je reviens à vous. À un moment donné, les Africains sont finalement en danger quand on sait pertinemment que les ports africains sont entre les mains de Bolloré. Les armes peuvent y entrer et surtout, les pays peuvent devenir justement des hubs de drogue, comme c'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous savez, sur vos plateaux, j'ai l'habitude de dire à tous ceux qui veulent des changements politiques en Afrique, qu'il ne faut pas qu'on se limite seulement aux questions de la forme de l'État, qui sont importantes. Oui. Pour essayer d'apaiser les tensions au sein d'un même État. Mais il faut surtout qu'on s'attaque à la question de la nature de nos États. Surtout nous qui sommes dans le prétendu précaré français. Parce que c'est seulement quand on sera capable de s'attaquer à cette question de la nature de l'État, pour enfin faire de nous de véritables États souverains, qu'on pourra légèrement se mettre à l'abri de ces questions-là, comme les prédations sur des activités, j'allais dire, des pôles stratégiques pour la sécurité et le développement d'un pays, comme c'est le cas du port. Mais regardez, vous savez qui donne les chiffres. Depuis que M. Bolloré est parti, par exemple, du port de Douala, et que le port est revenu, du point de vue du management, dans des carcères des nationaux, vous voyez la différence. Les recettes portuaires ont explosé. Triplé. Ils ont explosé. Monsieur Sungo, est-ce qu'il fait la magie? Il n'essaye que d'être dans les canons d'une gestion acceptable, mais surtout, il fait tout pour protéger les intérêts des Camerounais. Et pour ça, on tient à le féliciter, pour qu'il continue dans cette lancée. Même si certains Camerounais sont contre et ils veulent justement revoir Bolloré à la tête du port, il faut se dire la vérité quand même, Patient Parfum d'Homme. Les Camerounais ne sont pas, certains Camerounais ne sont pas seulement contre. Certains Camerounais appellent à l'intervention étrangère au Cameroun. Sans oublier ce que Kurt vient de vous expliquer. Ils disent que non, vraiment, il faut débarquer bien, il faut que l'ONU vienne, il faut que la force de ceci vienne. La folie. Comme si c'était la philanthropie. Comme si les expériences où ces gens-là sont allés intervenir ne leur suffisent pas. Là où ils sont allés intervenir, le bilan c'est quoi? 0. Prenons le cas du Congo. Ils sont là-bas depuis des décennies. On leur dit partir, ils disent qu'ils ne partent pas. Ils sont là. Et tu as raison. Chaque fois que ces gars interviennent, la moindre petite balle qui est tirée, elle est facturée. Elle est facturée. Et vous allez payer ça d'une monnaie d'une autre. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, je crois qu'aujourd'hui, on a demandé à l'autre, monsieur, on t'a installé là. Ce n'était pas pour tes beaux yeux. Nous, on a d'autres business en dessous qu'il faut faire. Je dis que ça, comme on dit, ça rame entre eux, tout simplement parce que du côté de Paris, il y a d'autres intérêts. Tu vois, tu comprends? Ce sont des problèmes d'intérêt au niveau de la France qui poussent maintenant Paris à lâcher le réseau et à montrer patte blanche vis-à-vis des États-Unis. Et c'est là où c'est ça qu'on appelle les Russes de l'histoire, hein, que nous les Africains commencent donc à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut absolument que nous interrogeons la question de la nature de l'État. Il faut purger le contentieux historique qui nous oppose à la France. Il faut reprendre possession de toutes nos sociétés, toutes nos activités d'ordre stratégique pour notre développement. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. Tant qu'on va continuer à accepter qu'un petit imprimeur, non, comment on dit ça, il faisait dans la pâte à papier, hein, monsieur un papetier comme monsieur Bolloré, vient en Afrique et devient subitement un homme d'affaires qui peut tutoyer
n'est-ce pas, les majors sur le plan mondial, le roi de l'Afrique. Ça pose un problème. Et la responsabilité, cette fois-ci, n'incombe pas seulement M. Bolloré. Ça incombe au courage politique des décideurs politiques africains. Tout simplement. C'est incroyable, cette affaire-là. On voit ça se dérouler sur nos yeux tous les jours. Comment un petit État comme le Qatar peut prendre possession des ports en Afrique? Tout simplement parce que, oui, vous allez me dire, il a une surface financière assez importante, mais c'est parce que là-bas, nos pays, en manquant de souveraineté, ne peuvent pas faire ce que les Qataris font. Si on essaie de mutualiser nos forces et de créer une véritable société africaine pour la gestion des ports en Afrique, on n'aura pas besoin ni de l'argent de Bolloré, qui n'en a d'ailleurs pas, ni des Qataris, ni de qui que ce soit. L'Afrique a suffisamment de l'argent. Les hommes d'affaires africains ont suffisamment de l'argent si se mettent ensemble pour pouvoir gérer nos ports, mais dans l'intérêt des Africains. Maintenant, une fois de plus, je vais sortir par là. Nous sommes dans un monde qui est dominé par le capitalisme. Ce fléau-là, ne le prenez pas à la légère. C'est tout ce capitalisme sauvage qui continue même d'être maintenant dénoncé, qui commence même maintenant à être dénoncé par des couches qui lui étaient acquis, qui commencent à voir la laideur, le visage hideux de cette pratique qui écrase tout sur son passage pour qu'une infime minorité continue de s'enrichir alors que le gros de la large frange de la population mondiale est complètement laissée au bord de la route. Ça, c'est inacceptable. À ceux qui veulent reprendre ce que M. Ouattara a fait, je reviens au Cameroun. J'ai eu des débats avec vous. Je vais donner l'exemple de l'honorable Nietzsche, avec qui j'ai eu des débats. Radio Veritas, je reprends à Mondiovision, qui disait que non, Ouattara, c'est une chance pour l'Afrique, et que Barbeau, c'est un petit salopard qui doit aller en prison, et que de toute façon, la CPLA, elle attend. J'ai dit, vous êtes... La maladie infantile des opposants camerounais, il faut qu'ils fassent attention. Parce que ce qui se passe ailleurs, là, à force d'encourager les gens d'aller dans ce sens, surtout la jeunesse, comme je l'ai dit, qui est totalement analphabète politiquement parlant, et qui a cru subitement que la politique a commencé en 2018 au Cameroun, faites attention, parce que vous allez induire les enfants de truie en erreur. Un jour, peut-être, par un coup d'inattention, de manque de vigilance, ils peuvent arriver au pouvoir, comme Ouattara arriver au pouvoir, et nous ramener des gamelles puantes comme ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec cette affaire de la cocaïne. Mais je vous invite à aller maintenant à Abidjan, hein, parce que les lots de cocaïne qui ont été attrapés, pas à raisonner, mais qui étaient déjà sur le territoire ivoirien, vous savez ce qu'on en a fait? On les a détruits en les brûlant. Et vous imaginez? La pollution. Non, pas la pollution, c'est que dans l'air, même les boucs sont devenus... Tout le monde est dopé là-bas. Tout le monde était vraiment... Je peux comprendre peut-être l'annonce de cet avocat de M. Ouattara. Peut-être que lui, il continue d'être... On vous comprend pas. Dans les vapes du jour. On sourit, mais c'est vraiment pour tous. très sérieux. Pendant ce temps qu'attend la DEA justement pour ouvrir ce dossier, sachant que Bolloré et surtout Sarkozy sont impliqués, sans oublier bien sûr Fatou Bensouda et son mari. Va-t-on dire aujourd'hui que la DEA va mettre de côté cette affaire et continuer le business comme c'était prévu depuis longtemps? Alors, moi, je n'ai pas envie d'être pessimiste, j'ai envie d'être très optimiste parce que, comme Parfendom l'a dit, la DEA, c'est des gens teigneux, surtout quand ils n'ont pas été associés au business et tout ça. Mais je reviens sur Terre après avoir rêvé un peu, et je continue de rêver puisque je n'attends que ça. Edmond Kouyaté a parlé de la responsabilité directe et difficilement camouflable d'Alassane Ouattara parce que c'est tellement pertinent ce qu'il dit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un collaborateur et organiser avec les appareils de l'État, avec tout ce que ça comporte, sans qu'à la tête on ne soit au courant. Et on comprend très bien pourquoi M. Alassane Ouattara fait le nettoyage autour de lui et qu'il reste, il s'est maintenu. Parce que quand vous vous maintenez, regardez, si on vous demande de partir de chez vous par Fendom, je ne sais pas, pour X raisons, et que vous-même vous avez consenti à partir, à un moment donné, vous êtes déjà en train d'ouvrir la porte. Mais vous vous rappelez qu'il y a des choses que vous n'avez pas nettoyées sous votre lit. Vous allez dire non, non, donnez-moi encore une semaine, pardon. Vous allez essayer de nettoyer. C'est exactement ce qui se passe avec Alassane Ouattara. Donc, il s'est maintenu au pouvoir pour essayer de nettoyer tout ça. Et on voit bien de quelle manière il nettoie tout ça. Et c'est de faire passer des vies comme ça à trépas. Non, c'est la haute mafia. Je rejoins mon grand frère et Parfendom. Le monde est un monde de violence. C'est la pègre qui gouverne le monde. Tous ces gens qui parlent de droits de l'homme, d'équité, de justice, c'est des voyous qui en réalité parlent des droits de l'homme pour eux. C'est les droits de l'homme là, c'est pour eux.
parle de justice et de droiture et de défense contre les stupéfiants et tout ça, c'est pour les autres. Mais en réalité, eux, ils ont tous les passe-droits et le reste de la planète doit se soumettre à tous leurs désidérata. Voilà la réalité du monde. Et ce qui me fait être peut-être pessimiste, mais j'allais dire peut-être aussi réaliste, c'est que oui, la DEA est teigneuse, comme disait Parfum d'Homme, ils peuvent aller jusqu'au bout sinon on peut être associé. Et c'est le sinon on peut être associé qui veut tout dire. Parce qu'il y a toujours des petits arrangements après. Justement, maintenant, s'ils sont associés, voilà. Donc sera mise aux oubliettes, finalement, et c'est par là que je sors, finalement, on ne peut pas s'attendre à des solutions venant des gens qui créent les problèmes et qui ont intérêt à maintenir les problèmes. Parce que eux, ils sont dans un camp, nous sommes dans l'autre. Et quand vous avez une équipe adverse, ennemie même, quand vous êtes en guerre contre un adversaire, et que entre les soldats, entre les officiers des ennemis adverses, il y a des petits tiraillements, vous ne pouvez pas compter sur ça pour que vous soyez sauvés. Parce que dès que leurs intérêts seront rétablis et qu'ils pourront être à nouveau de connivence, ils vont se remettre ensemble avec le seul objectif de vous nuire, de vous détruire. Et donc, la solution est endogène. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura jamais rien compris. Vous avez encore des Africains. C'est la pire des choses que je puisse entendre à chaque fois que j'échange avec des gens. Et je ne vous parle pas des enfants qui ne connaissent rien de la politique. Je vous parle de personnes, non seulement d'un certain âge, donc ils sont supposés avoir un vécu qui les a qui soit suffisant pour les désinhiber de leur ignorance. Mais vous avez toutes sortes de personnes, des hauts diplômés, des personnes en fonction, des personnes d'un certain âge, mais qui continuent, je vous assure, au moment où je vous parle. Je peux vous montrer des messages, des échanges avec des gens. J'ai discuté dernièrement avec un haut gradé d'une structure de la place, à Yaoundé, qui est dans vraiment un poste, il est pratiquement numéro 2 ou numéro 3 de la société. Une grosse société de la place. Mais je vous assure, l'échange que j'ai avec lui justement sur la liberté de l'Afrique, sur l'autonomisation, un aîné, hein, il a la cinquantaine de très loin. Et je vous assure, vous vous demandez si vous lisez bien ou bien c'est vraiment parce que je le connais depuis au moins 20 ans. Et vous entendez le raisonnement du monsieur. Il me dit non, les Africains sont des malhonnêtes. Les Africains, c'est des gens qui ne valent rien. Il n'y a que les Blancs qui peuvent nous aider à nous sortir de nos situations. Je vous promets, un adulte, un père de famille, mais quand vous voyez ça, mais c'est dégoûtant. Donc, vous avez donc des gens qui ne comprennent rien. Et je prends son exemple, mais ils sont légion. Voilà. Des adultes qui continuent de penser que sans l'Occident, et en fait, tout ce que l'Occident fait, vous avez, comme Parfum d'Homme l'a dit tout à l'heure, pendant la crise de la Côte d'Ivoire, moi, j'ai vu quelqu'un, il y a en 2010-2011, qui m'a dit, vraiment, mon père, suivez bien, c'était un monsieur de la cinquantaine, il m'a dit, vraiment, moi, je suis d'accord qu'on débarque Laurent Gbagbo et que la France, vraiment, vienne en Côte d'Ivoire. J'aimerais même que ce soit la même chose au Cameroun. Et je lui dis, mais comment tu peux dire ça? Qu'est-ce que tu fais de la souveraineté de l'Afrique? Tous nos patriotes, nos combattants, nos indépendantistes qui sont morts pour notre cause. Vous savez ce qu'il me répond? Et je termine par là parce que ça va laisser méditer beaucoup. Il me dit, mon père m'a toujours dit de ne jamais s'opposer aux Blancs et à la France. Parce qu'ils ont toujours raison. Voilà les combats qu'on est en train de mener et ce n'est pas gagné. Ne vous inquiétez surtout pas, vous n'êtes pas le seul dans ce genre de situation. J'en connais d'ailleurs un papa que je considérais d'ailleurs comme mon parrain qui m'a écrit ce genre de choses. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il regarde l'émission, il m'envoie ce genre de message pour me dire, tu sais, la France, hein, tu vois, faut pas s'attaquer à eux. C'est comme ça. Ils sont très nombreux d'ailleurs à penser comme ça. Albert, on est là ici pour terminer, pour sortir de cette édition de Libye ce matin. Beaucoup de personnes pensent que Côte d'Ivoire égale la France, France égale la Côte d'Ivoire et que forcément, eh bien, la Côte d'Ivoire appartient entièrement et totalement à la France. Donc, la France a le droit de faire ce qu'elle veut justement dans ce pays. Mais bien évidemment. Mais sauf que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la France. Ça, il faut le dire. Ce sont les individus qui ont signé les alliances, les accords avec la France. Et ou plutôt la France a signé les accords, les deals avec ces individus-là qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est une terre africaine qui est la propriété du continent africain et qui appartient aux Ivoiriens. Je ne dis pas des vrais Ivoiriens, pas les Ivoiriens par procuration. C'est pour le dire. Oui. Pour faire complet par rapport à la thématique, il ne faut pas oublier que vous avez également des magistrats qui sont assassinés en Côte d'Ivoire.
Oui, il faut pas le dire. Il y a les juges qui sont assassinés. Lorsqu'ils veulent pointer leur nez dans cette affaire de trafic de cocaïne, en ouvrant des enquêtes judiciaires, ils sont aiguilles. Vous avez des amis ivoiriens qui pourront vous confirmer ce que je viens de dire. Je pense que lorsque, vous savez, quand on se projette dans la vie de la communauté noire aux États-Unis, ou bien en Afrique du Sud, et qu'on regarde le marché ou les quartiers de la drogue, la cible très souvent, ce sont les Noirs. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se chutent tout le temps, qu'ils soient dans la distraction, qu'ils soient dans l'extase, et puis qu'ils ne font rien. Dès lors, justement, qu'il y a cette prise de conscience que nous essayons de faire chaque matin, dans le cadre de cette tribune, qui est en train de grandir, on choisit un timing bien précis pour vous fourguer la cocaïne sur le continent africain. Faites gaffe. Il faut faire très attention. Ça veut dire qu'on va justement chuter tout le monde, on va mettre tout le monde dans l'extase, et on se rend dit, pendant que nous sommes dans l'extase, ils sont en train de faire d'autres choses. Sur la jeunesse. Ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez donc justement, en haut de l'échelle, vous avez plus des étrangers, c'est-à-dire les locodèmes, qui contrôlent tous les segments, tous les segments économiques. Je dis bien tout. Que ce soit au niveau de l'énergie, communication, médias, transport, tout ce que vous voulez, ce sont les étrangers. Les Ivoiriens, ils ont très peu de chance. Même quand ils ont les moyens de pouvoir faire quelque chose pour leur pays, ce n'est pas possible. Je prends le cas de ce monsieur de site ivoirien qui est venu ouvrir une usine de transformation du cacao au Cameroun. Je parle de Alanti Coco. C'était l'Ivoirien qui a tenté ce projet en Côte d'Ivoire. Ça lui a été refusé par Ouattara, au profit justement des Français, conduits et amenés par le fils de son épouse, Dominique. Voilà la Côte d'Ivoire, que c'était un peu la Côte d'Ivoire alternative. C'est le problème, c'est une réalité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut, à mon sens, changer, n'est-ce pas, de contrat social de ce côté-là. Le contrat social, ça implique également le changement de régime. Il faut que ces gens-là partent et que les véritables Ivoiriens viennent travailler pour leur pays. Et je crois que c'est ce projet qui a été porté par M. Babou, malheureusement, qui a été déporté à la communauté internationale, oui, pour justement des choses qu'il ne reconnaît pas, pour les choses qu'il ne reconnaît pas, pour les crimes qu'il n'a pas commis. Je suis désolé pour les Ivoiriens qui pensent que Babou est responsable des crimes, que France 24 et RFI leur ont filé comme information, leur ont attribué. Non. Babou n'est pas responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le seul responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui se passe encore actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la France. J'ai eu à le dire dans le cadre de notre émission que si les locodèmes n'étaient pas venus en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire serait un pays paisible, tranquille. Aujourd'hui, Sarkozy est venu mettre le bordel. On a chassé Laurent Gbagbo, il a mis Ouattara. Maintenant, Sarkozy, c'est lui le master of ceremony qui vient faire justement ses affaires en Côte d'Ivoire avec Fatou Bensouda et son mari. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que s'il y a une justice, la vraie, pas celle des hommes là, les corrompus, s'il y a une vraie justice, à un moment donné, il va falloir sortir véritablement les cadavres des placards. À mon sens. Donc pour conclure et pour terminer, je crois qu'il est important que la jeunesse ivoirienne fasse très attention. Parce que la drogue, la cocaïne et les armes, parce que nous mettons sur la table la drogue, mais on ne sait pas, tout à l'heure je parle des armes qui circulaient au Cameroun via les conteneurs de Bolloré. Donc il faut faire également très attention que ce trafic d'armes prospère également de ce côté-là. Merci beaucoup Albert Latola ici. Messieurs, permettez-moi de lire 2 ou 3 messages avant de se séparer. Bonjour de Palais Steve. Les zones d'ombre et la vraie face de Sarkozy et sa bande de voyous seront mises à nu. Steve, rendez-vous dans quelques jours après le retour du Laurent Gbagbo. Vous verrez le vrai visage des Ivoiriens et cette affaire de cocaïne ne devrait pas vous étonner car le coup était préparé depuis 2002. Il fallait que chez nous à tout prix. Il y a tous les coups Gbagbo pour fluidifier leurs intérêts. Mais Steve, la vérité et la libération du continent sera sur place et non en Europe. Le continent sera bientôt libre sans les endocolons. Ignacio Renault de Pundogbong nous a écrit ce matin.
Bonjour monsieur, ainsi que les panélistes, sans oublier mon oncle pour moi, Blaise Compaoré, quand il était au pouvoir, le Burkina Faso, la drogue traversait le Burkina pour le Mali pour alimenter les terroristes. Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire et voilà la drogue qui se vend à Abidjan. Merci, bon débat, c'est Eboa Karl qui vous dit d'ailleurs bonjour. Même au Burkina Faso, la drogue se vend, les traces restent en Afrique de l'Ouest, les gens vivent de ça. C'est Eboa Karl qui continue d'ailleurs de l'écrire ce matin. Salut le panel ce matin, salut également à vous qui n'avez pas laissé de nom. Quelqu'un nous a envoyé justement la grande une de Marianne, le voyou de la République. Voilà, il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs et j'ai parlé justement. L'Express avait repris la une de Marianne en termes de commentaires. En termes de commentaires. C'est Marianne qui l'avait dit. Bonjour à tout le plateau, que l'Éternel vous protège contre les malfaiteurs de l'intérieur et de l'extérieur. C'est Aliou via Bamako, Mali, qui nous écrit d'ailleurs ce matin. Ils sont nombreux de nous écrire de Bamako, Mali. Bonjour, la pleine forme ce matin, la maisonnée. C'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Bonjour à tous les panélistes. Le trafic de drogue en Côte d'Ivoire n'est que la partie visible de ce qui se passe dans le monde. Le général Noriega n'a pas voulu marcher selon les plans de Washington. On lui a collé comme motif le trafic de drogue. La DEA n'arrête que des petits poissons car la CIA est le grand trafiquant de drogue dans le monde où bon nombre des présidents américains perçoivent un pourcentage de l'affaire. Même au Mexique, le cartel Solano a conclu un deal avec la famille Bush où il fallait éliminer les autres concurrents. La CIA faisait transporter des pavots via les avions de l'US Air Force pour l'Europe et de l'Est pour les traiter. Mes grands frères, vous comprenez pourquoi la lutte du trafic dans le monde relève même des secrets d'État. Donc c'est la danse Bafia, c'est Eric Freeman du marché de Passy. On va pas également oublier que sous Bill Clinton, il y avait également cette affaire du côté des États-Unis où on nous faisait comprendre que, eh bien, c'était les avions américains surtout qui transportaient cette drogue. Steve Gross et son panel, bonjour, je m'excuse d'être hors sujet ce matin, juste pour vous dire que le feuilleton de Fifinda continue. Après les instructions fermes de monsieur le prophète de l'océan de libérer Zambo Rimi et son frère Malé, le chef du village, monsieur Mbiamama, a saisi madame le commandant de brigade de Fifinda pour interposer contre tous les jeunes du village dans le but de les museler. La raison, l'étau est en train de se resserrer autour du chef et de ses acolytes, monsieur Otoa Foulan de Yaoundé. Pour la petite histoire, le chef de village de Fifinda 2 a vendu plus de 2000 hectares de terrain de manière absolument illégale. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train d'enquêter sur cette affaire. Bonjour Monsieur Ngos, à votre équipe et à vos invités, tout simplement vous dire merci pour votre persévérance, force et courage, que Dieu et nos ancêtres vous bénissent et vous protègent pour votre travail d'éveil de conscience pour le peuple africain et du monde entier. Banda Padavid qui nous écrit depuis quand? C'est en France. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous vos panélistes, un salut particulier à mon grand frère que j'ai suivi hier soir dans un autre média sur la même thématique. Heureusement qu'on ne parle pas du tribunal d'opinion sur DBS. Je sais que mon grand frère saura de qui je parle. Bonne journée, c'est Moto qui écrit depuis la Suisse. Et d'ailleurs, il met en étoile mon grand frère Parfum d'homme. On vous a dit. Bonjour DBS, bonjour spécial à QAT, toujours pertinent dans ses arguments. C'est Frédéric depuis Garoua. Merci de m'ajouter sur votre groupe WhatsApp. Merci également à vous de nous avoir écrit. Bonjour à tout le panel et grand merci à tous les vrais panafricanistes de notre belle Afrique. Je voudrais, s'il vous plaît, monsieur Ngo, suggérer 3 doléances, si vous me permettez. La première est que je voudrais bien que vous mettez en relation avec le panafricaniste de nos pays, si possible. D'accord. La seconde est que je voudrais que vous débattiez un jour sur l'alternance dans nos pays. Ça c'est déjà fait. Parce qu'il faudrait bien que la jeunesse comprenne le bien fondé de l'alternance. On en a déjà fait, mais on va y revenir d'ailleurs dessus. Je pense notamment à mon pays, le Togo, le Cameroun, la Guinée équatoriale et j'en passe. Et la troisième est que vous débattez sur ces chefs d'État qui font tout pour que le pouvoir soit un bien familial, comme si nous étions encore dans des empires ou royaumes. Bonjour en passant mon héros, monsieur Polela, sans oublier vous et le panel de ce matin. Le meilleur reste à venir. Bonne émission, c'est Zik Balaïs. Trésor depuis Lomé au Togo. Quand on parle de ces présidents qui laissent leurs enfants au pouvoir, on vous comprend, vous qui nous écrivez depuis le Togo. Ne vous inquiétez surtout pas. Le pouvoir héréditaire. Oui. Bonjour DBS, matin et toute la famille des techniciens, aux panélistes sur le thème, n'oubliez pas qu'ils ont toujours 3 coups d'avance et que s'ils sacrifient la Côte d'Ivoire aux médias, c'est qu'ils ont déjà accès à d'autres ports. La résolution de justice politique, oui, mais ne cédons pas à ce jeu de dupes. Beaucoup de courage et force à vous. C'est Kwame, depuis la Nouvelle-Calédonie, qui nous a également écrit ce matin. Vous êtes très nombreux à nous écrire, mais on ne pourra pas lire tous vos messages. Patient Parfait d'Homme, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Edmond Cuat, merci d'avoir été là.
C'est moi qui vous dis merci. J'espère qu'on se reverra demain. Certainement, ouais. Non, non, faut le dire au... Demain. Demain. Mais toi, tu peux prendre des engagements comme Oui, il ça, faut qu'il prenne les sous la engagements. pression. Hein, Ouais. Ça, c'est l'extorsion de consentement. C'est un problème. Quand il faudra te mettre un solo, est-ce qu'il sera... Albert Latola ici, merci d'avoir été là ce Ça fait un matin. plaisir. Paul est là, merci également à vous d'avoir été là ce matin. Merci, pensons par nous-mêmes et arrêtons de répondre aux sirènes de l'extérieur. Messieurs, mesdames, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin, la deuxième du genre de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain. Merci à toute l'équipe technique, merci à tous les caméramans, merci à la direction générale. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez pas, comme le déclarait Wilford Poincaré, eh bien, il faut rire sans être content de rire, de peur de mourir sans avoir ri. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.